Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de novembre. Un épisode qui prend la couleur d'une guidance assez particulière. Ce n'est pas un tirage de cartes que je vous propose, mais plutôt un voyage littéraire, un trésor de la littérature qui nous plonge dans l'idiot de Dostoïevski. En ces temps, j'ai de plus en plus envie d'ouvrir de nouveau des livres, de plonger dans la magie d'un arbre qui nous transmet une lumière plus durable de l'esprit humain, de toute sa subtilité aussi et toutes ses profondeurs qu'on ne retrouve plus vraiment dans les réseaux sociaux, dans les vidéos qui partent à toute vitesse. Donc je vous propose qu'on se laisse porter par ce grand auteur, ce roman du 19e siècle qui, je trouve, parle vraiment très très fort à ce qu'on vit en 2025. En tout cas, ce livre s'est représenté à moi dernièrement dans un café. Une femme en face de moi le lisait, dans un moment où je me sentais en profond décalage avec une certaine partie de la société, tout en ayant l'impression de ne pas être normale. Ce livre, je trouve, est venu un petit peu comme un reflet de la tension énergétique qu'on peut ressentir dans le mois 11, surtout à quelques jours de la pleine lune en taureau, qui vraiment vient appuyer fort dans le corps et comment nous nous plaçons en relation toujours avec l'extérieur, puisque la réalité qu'on perçoit, ce qu'on croit savoir du monde, de toute façon est toujours une approche sensorielle, filtrée par notre propre géométrie et aussi par nos propres capteurs sensoriels justement. Donc, ce qu'on croit connaître du monde n'est toujours qu'un reflet de notre sensibilité et la manière dont on ouvre aussi tous nos corps subtils à recevoir certaines informations. Quand on fait un travail énergétique, qu'on a une hygiène de vie que je qualifierais peut-être de saine, quand on perçoit une forme de dissonance ou de déséquilibre dans l'harmonie naturelle, eh bien aujourd'hui, dans ce monde qui relativise tout, qui banalise beaucoup, eh bien je trouve qu'on pourrait paraître presque comme un idiot. Donc je ne sais pas comment vous vivez ce mois de novembre, qui vient aussi convoquer en nous, dans cette numérologie du 11, à la fois notre capacité à coexister, à nous associer dans l'énergie du 2. Le 2, ça peut aussi être cette dualité, mais dans le 11, on retrouve aussi le petit 1, notre côté humain, et le grand 1, cette capacité à nous transcender, à peut-être faire descendre cet aspect plus divin de nous-mêmes, nous y relier et nous apprendre à danser entre notre humanité et cette divinité. J'ai l'impression que c'est tout ça qui s'offre à nous, que ce soit dans les challenges relationnels, peut-être des choix de vie, amoureux, comment apprendre à réouvrir peut-être aussi son cœur ou aussi à fermer des portes sur des schémas anciens, puisque ne l'oublions pas, nous sommes dans une année 9 et cette année 9, en fait, c'est aussi une fin d'année qui peut vous mettre face à vos évolutions et vous apporter peut-être des tests, des situations, des énergies qui reviennent un petit peu comme ça dans votre champ magnétique, non pas pour vous faire régresser, mais peut-être pour vous aider à couper définitivement avec certains schémas involutifs au nom de l'amour de soi. Et justement, l'idiot, c'est ça. C'est toute une question philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'amour finalement, quand j'entre en relation avec l'autre dans toute sa différence. Donc, cette année 9, et particulièrement ce mois 11, va vraiment venir nous chercher dans la relation miroir. Et pas seulement amoureuse, ça peut être un ex qui réapparaît, une âme sœur, un parent qui comprend toujours pas ce qu'on fait, un collaborateur qui nous renvoie notre peur du rejet. Vous vous retrouvez tout à coup avec une hécatombe d'annulation à quelques jours d'une retraite prévue depuis des mois. Donc dans ces moments-là, vous pouvez aussi être questionné sur la légitimité de ce que vous faites. Est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que la valeur de ce que vous proposez est à remettre en question ou est-ce que c'est tout simplement pas le bon timing ? Mais finalement, à chaque fois, c'est toujours la même question qui revient. Est-ce que je me perds dans le centre des autres ou est-ce que je reste dans mon axe, quitte à redessiner, quitte à réadapter les choses, à les structurer peut-être autrement ?
comment je peux apprendre à la fois peut-être à poser des limites et en même temps à ouvrir des espaces en moi insoupçonnés, m'ouvrir au monde et à tous ces penchants parfois destructeurs n'est peut-être pas finalement destructeur pour moi si je garde mes racines, une capacité à assumer ce qui peut paraître fou aux yeux du monde et pas du tout normal. Rire de soi aussi, puisque bien sûr on n'est pas toujours parfait, mais voilà, le prince Mishkin dans Dostoïevski, justement, c'est cette lumière qui dérange. Dans L'idiot, l'auteur il fait entrer dans le salon mondain de la Russie une figure très christique, avec des qualités de l'être noble. Donc ce prince Mishkin, en fait, il est surtout prince dans son cœur, dans sa manière d'être. Résultat, on le prend pour un idiot. La question qui est posée, c'est est-ce que cet homme est un fou ou est-ce qu'il est un saint? Il s'est trouvé malade, isolé, il revient guéri, mais complètement différent. Son âme a guéri, il est beaucoup plus pur, beaucoup plus sensible et beaucoup plus lucide sur ce qui l'entoure. Et les dynamiques relationnelles, inconscientes, de groupe, au cœur des relations. Et c'est vraiment précisément ce qui le rend étranger au monde qu'il retrouve. Parce que ce monde-là, peut-être le nôtre aussi, encore souvent, il aime le pouvoir, la séduction, le calcul, le profit. Alors du coup, quand un homme vient simplement pour aimer, dire sa vérité, écouter, en fait, on le prend pour un fou. Mais c'est ça qui est magnifique. Parce que, en fait, sa vibration, sa fréquence, elle est un petit peu incomprise dans un monde qui a perdu cette habitude, ce lien à la source pure dans le sens sans mélange. Pas mélangé de corruption, de conditionnement, de jeu de pouvoir. Donc Mishkin, finalement, c'est le rappel d'un amour qu'on aurait presque oublié. Cet amour qui ne cherche pas à posséder, qui a abandonné les jeux de séduction, qui a abandonné les stratégies de manipulation et qui ne prend pas l'autre pour un objet. Il y a une certaine folie du cœur pur. Et pourtant, Mishkin, c'est tout sauf un naïf. Il voit très bien la corruption, il perçoit la souffrance, les racines de la souffrance, il ressent la jalousie, la honte, la peur. Et malgré ça, ce qui est magnifique, c'est qu'il choisit d'aimer quand même. Et cette lumière, cette bonté sans armure, le monde ne le supporte pas. Sa présence vient révéler les ombres. À son contact, les blessures des autres se réouvrent. Et cette vérité, elle devient insupportable. Et c'est là que Dostoïevski vient nous questionner en nous retournant cette question. Et si le fou n'était pas celui qu'on croit? Et si dans ce monde malade, la santé du cœur passait pour de la démence, justement? La société aujourd'hui glorifie les masques, se méfie de la transparence, ou quand elle joue la transparence et la vulnérabilité, c'est de plus en plus pour créer du buzz à travers un post et obtenir le plus de likes possible. Mais à quel moment on est à nu juste en étant nous, même sans forcément parler? Donc il y a vraiment comme le 11, qui est l'effet miroir, chez ce personnage, cette force qu'il a finalement de révéler la noirceur, le refouler, le subconscient du collectif, et au point qu'on finit par lui reprocher d'exister. Mishkin, dans le roman, il aime Nastasia Filipovna. C'est une femme magnifique, mais elle est détruite. Elle est tourmentée entre la passion, la honte, et il veut la guérir, la comprendre, l'aider à se relever. Mais à force de vouloir la sauver, il finit par s'épuiser. Et elle, à force d'être sauvée, elle se perd. Elle perd sa responsabilité, son pouvoir en tant qu'être cristallin, en tant qu'être divin, de retrouver son cristal, son pouvoir créateur. Et c'est vraiment là toute la sagesse du roman. L'amour véritable ne cherche jamais à changer l'autre. Il observe simplement si l'autre désire se changer lui-même. Et ça me fait penser aussi à ce film en ce moment du Sacré-Cœur, qui d'ailleurs fait polémique. L'affiche du film est boycottée dans certains métros parisiens, à Marseille. Donc ce petit document fiction mystique qui parle du cœur de Jésus et comment il a pu toucher une femme, une mystique de l'époque, il a fait 300 000 entrées. Et en fait, ça met le pays à cran parce que ça vient montrer ce reflet de la tension entre d'un côté des gens qui ont soif en fait de ce sacré, de ce retour
à une forme de règne du cœur, du cristal de ce cœur. Et puis de l'autre, eh bien, il y a ceux que ça gêne parce qu'on y voit un retour du religieux dans toute son obscurité, voire aussi une récupération politique. Donc c'est intéressant de voir comme le même film devient objet à la fois de désir puissant et en même temps de censure. Et je trouve que c'est la même chose pour l'idiot qui montrait déjà que quand la lumière revient, en fait, on n'est pas forcément prêt à la recevoir parce qu'elle est un révélateur, quoi. Elle est un électrochoc. Qu'on le veuille ou non, qu'on la déteste ou qu'on l'aime, elle a un impact. Alors la question, c'est justement, eh bien, qui est fou ? Et là, Dostoïevski pose cette question. Est-ce que c'est l'homme qui aime trop ou le monde qui ne sait plus aimer ? Est-ce que c'est celui qui dit « on peut se pardonner » ou celui qui dit « non, tais-toi, on préfère le cynisme ». Dans nos vies, ça peut se traduire comme tu es trop sensible, t'es perché, t'es trop radical, t'es trop spirituel. Mais peut-être que ce monde a besoin de personnes aussi radicales dans le sens noble étymologique du terme radical qui vient de racine, ce retour aux racines. Même dans le Tao finalement, dans le taoïsme où on a la danse des polarités, ce qui fait aussi l'équilibre, c'est de savoir se positionner avec discernement et de prendre l'espace d'un instant pleinement l'envergure de sa polarité pour que l'environnement, pour qu'une situation puisse rester en équilibre, elle a besoin de clarté et de positionnement. Donc, à toutes les personnes qui écoutent et qui peut-être ont fait un travail intérieur, ont une forme d'hygiène de vie, une sensibilité au monde invisible, à ces fréquences plus célestes, qui ont une sensibilité peut-être à la nature, à l'écologie, et qui n'ont plus forcément envie de se perdre dans des jeux mondains, et qui se retrouvent en décalage et en même temps, et qui ont aussi envie d'être en lien. Vous incarnez une fréquence qui n'est plus vraiment enseignée, qui n'est pas du tout valorisée par les réseaux sociaux, par la mode. Mais ce que l'idiot nous rappelle, c'est que vous n'êtes pas anormal. C'est peut-être le monde qui a oublié une forme de normalité qui était présente dans les sagesses ancestrales. La normalité, c'est peut-être la bonté. Ce qui est normal, c'est peut-être d'être un être de compassion. La normalité, c'est peut-être pouvoir dire la vérité avec douceur. Aujourd'hui, on appelle ça de manière péjorative être un bisounours. Mais moi, j'ai envie de dire que derrière ce bisounours, il y a aussi la force de l'animal totem de l'ours. L'ours, c'est surtout cette part sauvage en nous qui a hiberné, qui a passé suffisamment de temps dans sa grotte à l'intérieur de lui pour trouver sa propre médecine, pour aller déloger, affronter ses propres démons et qui s'est construit au fil du temps un amour-propre, un lien aussi avec son environnement qui est un trésor, qui est précieux. Et une fois que cet ours sort de son hibernation fortifié avec cette énergie, eh bien, il est prêt aussi à transmettre cette médecine à qui, bien sûr, eh bien, voudra la recevoir. Donc, c'est encore une fois une histoire de tenir cette fréquence, se positionner sans forcément être donneur de leçons, vouloir à tout prix forcer les gens à penser, à vivre comme nous. Et c'est là justement qu'on entre dans cette beauté et ce challenge des relations miroirs qui viennent voir aussi où nous en sommes en fait dans notre ego par rapport à tout ça. Comment faire la différence entre aimer ou sauver. Donc là où ça devient intéressant pour ce mois de novembre, je trouve, c'est que quand on ramène ça aux proches, à l'amour, à nos ex, à des milieux sociaux où on est entre collègues, parfois différents, une âme mishkinienne, je dirais, attire très souvent des personnes qui vivent une forme de chaos, qui ont fait de la convivialité un lieu aussi de dépendance à l'alcool, à la cigarette, à la fête, ou de banalisation finalement des rapports sexuels. Donc il y a une forme de chaos énergétique. Et peut-être toi qui écoutes, tu n'es pas là pour les sauver, mais les rencontrer, être en lien avec eux ne signifie pas tamiser ta lumière, ni perdre ton centre et plonger dans ce chaos
pour t'intégrer. Et c'est là que le discernement, je pense, est vital. Pose-toi la question aussi, peut-être dans une relation qui t'attire avec quelqu'un de foncièrement différent, qui n'a pas du tout le même curseur que toi au niveau de l'hygiène de vie, des valeurs. Est-ce que tu es en train d'aimer ou est-ce que tu es attiré dans une forme de loyauté inconsciente de l'esprit du sauveur, jusqu'au point où une fois que cette personne, il y a vraiment des profils comme ça de sauveurs, qui sont toujours attirés dans la relation par une personne dans un mal-être, et une fois que cette personne évolue, eh bien en fait ça ne les intéresse plus. Donc ils vont passer à une autre relation où ils vont retomber dans la dynamique où ils sont à la place du sauveur avec une forme de posture finalement supérieure où l'être à sauver leur donne cette sensation d'exister finalement, tu vois. Donc bien se poser la question, est-ce que je suis attirée par l'amour ou par une forme de loyauté inconsciente à mon subconscient, mon esprit de sacrifice, les patterns, schémas transgénérationnels, familiaux. Est-ce que je suis en train de prendre en charge le chaos émotionnel de l'autre? Est-ce que je donne de moi-même parce que c'est ma nature? Est-ce que j'ai peur de ne pas être choisie si je ne suis pas celui ou celle qui répare l'autre? Donc Dostoïevski montre très bien ça. Il met en parallèle le bien et le mal, et notamment quand le bien, sans le discernement, finit par briser. Autrement dit, aimer tout le monde de la même façon, tout le temps, se laisser traverser par les drames des autres, ça finit vraiment en épuisement. Et c'est là que tu vois la différence entre être en lien ou être missionné. Et je crois que ce mois de novembre est un mois excellent justement pour quitter ces formes de mission, de loyauté, déguisées en relation. Le 11, c'est un potentiel énorme, c'est deux feux debout. Tu restes debout, je reste debout et l'amour circule entre nous. Ce n'est plus je m'ouvre à ton chaos et je m'y perds, mais c'est davantage je tiens ma colonne de lumière et je t'invite à retrouver la tienne si tu veux qu'on fasse le chemin ensemble. Donc la relation, le couple façon Mishkin, c'est vraiment je n'éteins pas mon cristal pour que le monde soit à l'aise. Je le préserve, j'en prends soin, je continue de le polir et s'il te dérange, eh bien, regarde plutôt ce qu'il vient te révéler. Le mois de novembre nous invite à aimer avec la lucidité. Est-ce que je viens aimer? Est-ce que je viens sauver? Cette neutralité du cœur qui sait discerner, qui n'occulte pas aveuglément en mettant l'autre sur un piédestal, ses ombres, et qui sait devenir ce gardien du feu sacré, du feu vivant, sans devenir non plus le pompier du monde, le sauveur du monde. Est suffisamment équilibré en lui-même pour être prêt à recevoir aussi l'impact de sa fréquence qu'il dégage et se dire que c'est ok si le monde n'est pas encore prêt à le recevoir. Le plus important, je crois, c'est de se satisfaire d'être un enfant de la source, cette intelligence créatrice qui a fait que dans votre chemin de vie, vous en êtes là, ce miroir d'une pureté qui n'est pas naïve, d'une bonté qui n'est pas non plus de la faiblesse, et d'une lucidité, d'une capacité à discerner qui n'est pas de la froideur, mais du respect de soi et un esprit de justesse. C'est tout un équilibre du vivant dans le cœur éveillé qu'on est invité à réembrasser au mois de novembre en se posant peut-être les bonnes questions. Parfois, mieux vaut passer pour un fou et rester droit dans ses bottes. Pas besoin d'être un ermite. On peut embrasser le monde avec son chaos, ses contradictions, mais continuer à chérir cette flamme sacrée qui nous anime. Votre feu est précieux et je vous souhaite, durant ce mois de novembre, d'être inspiré pour en faire un feu créateur qui sème dans ce monde l'être unique que vous êtes. Gardez précieusement ce cristal en vous, sans le rendre opaque pour être aimé. Autorisez-vous à porter ce flambeau, peut-être parfois un peu trop perché ou décalé du monde pour certains. Ce n'est pas vous qui êtes trop lumineux, mais c'est peut-être le monde qui a trop amoindri, qui a trop enterré cette lumière et qu'il est temps de la ressusciter. Donc je vous invite, durant tout ce mois, à prendre le temps d'observer, de ressentir. Est-ce que je viens aimer? Est-ce que je viens sauver?
Est-ce que je viens me sacrifier à nouveau? Est-ce que je viens répéter? Peut-être prendre le temps d'aimer le monde tel qu'il est sans se dissoudre en lui. Prendre le temps de s'aimer, d'observer aussi, de saluer votre parcours, les efforts que vous avez faits, un peu comme un bébé qui apprend à marcher, qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relève. Donc prenez le temps de saluer aussi tout votre parcours sans le minimiser et de sentir ces racines que vous avez pris le temps de purifier. Cet examen aussi entre vous et vous, que vous avez pris le temps de faire dans cette société de l'urgence qui va à toute vitesse et qui nous emporte en fait dans ces dictates. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode, si cette guidance littéraire a résonné avec vous, n'hésitez pas à la partager, peut-être à la réécouter, pour la mastiquer autrement, sous différents angles, et pour l'intégrer pleinement dans votre conscience corporelle. À bientôt!